Politique, c'est maintenant sur votre émission Le Grand Soir. Encore une vingtaine de jours, nous allons aborder donc les fêtes de fin d'année dans 21 jours précisément en ce qui concerne la fête de Noël. Et vous savez, quand c'est période de fête de fin d'année, des produits avariés, périmés ou impropres à la consommation sont déversés dans nos différents marchés, sur les étalages d'un certain nombre de commerçants. Et déjà, le ministre en charge de l'industrie et du commerce lance déjà un message de vigilance aux usagers de nos marchés. Nous en parlerons donc avec vous. Période de fête, Théodule Moussa, c'est une période bien aimée. Oui, c'est une période bien aimée, très aimée de tous, grands et petits, tout le monde se dit, bon, quand bien même c'est l'ambiance de tous les jours, on se dit, cette période, en tout cas, c'est une période particulière, et puis on se met, il y a une ambiance bien particulière qui n'est pas celle de tous les jours, et donc on se met dans les conditions comme tous les autres, c'est-à-dire un mimétisme ou un mimisme qui entraîne tout le monde, et donc on se prépare, on fait ce qu'on doit faire pour soi-même. Parfois on s'oublie, soi-même, pour les enfants, la famille, les parents avec qui on a peut-être des obligations, des proches d'une manière ou d'une autre. Très bien. Période de fête, c'est des moments propices pour faire beaucoup d'argent. Oui, naturellement, c'est une période propice à la consommation. Quand vous appesantissez sur le déroulement d'une année, les périodes de fête sont des périodes de pointe en termes de consommation, simplement parce que les jours de fête sont propices les jours de fête sont les scènes favorites pour expérimenter de nouveaux produits, pour changer sa garde-robe, pour changer sa décoration, pour consommer des mets inédits. Donc tout est sujet à changement et à consommation. Donc en cette période-là, en ces quelques périodes de l'année, il y a très naturellement un pic dans la consommation prise de façon générale, et particulièrement la fin d'année qui marque le passage à une nouvelle année, est peut-être le pic de consommation le plus important tout au long de l'année. Donc tout naturellement, au niveau des commerçants, des entreprises, au niveau des commerçants déjà, il y a la volonté de liquider le stock. Vous allez voir un peu partout bientôt, on va mettre liquidation partout, parce que simplement il faut liquider le stock pour pouvoir le renouveler. Alors aussi, pour certains commerçants, c'est le moment de faire ce qu'on appelle les bonnes affaires. Il y a des promotions. Ailleurs, ça commence déjà vers le 18 novembre. En Europe, on vous parlera du Black Friday qui permet aux grands magasins de liquider leur stock en attendant de vider leur stock, en attendant de mettre sur le marché les produits de Noël ou du 31 décembre, du Nouvel An. Donc, on est dans une mécanique habituelle, tout naturelle, qui donne lieu à une profusion de produits sur le marché. Tout à fait. Et maintenant, le plus important, c'est vrai qu'il y a une forte quantité de produits, mais la qualité n'y est toujours pas. Mehdi Sagbenko. Justement, puisque lorsqu'on parle de jour de fête, c'est un moment où il y a à manger et à boire à satiété dans toutes les maisons, à la portée de tout le monde. Donc c'est le moment au cours duquel il y a une surabondance de repas. Mais qu'est-ce qu'il faut manger pour qu'après la fête, qu'on n'ait pas de problèmes de santé? D'abord, qu'est-ce qu'il faut acheter d'abord? Bon, c'est ça. Oui, justement, c'est là que j'en viens. Qu'est-ce qu'il faut manger pour ne pas avoir de problèmes après la fête? C'est ça. Et puis, pour préparer, il faut forcément se rendre au marché pour faire les achats. Donc c'est à ce niveau que se situe le piège sur lequel le ministre en charge du commerce et de l'industrie est en train d'attirer l'attention de l'opinion. Puisque à l'approche des fêtes, il a donné de constater habituellement que les campagnes
de liquidation se lancent tous azimuts, où des produits de grande consommation, en l'occurrence des boîtes de conserve, des liqueurs, les boissons gazeuses, sont exposés sur les étalages, parfois à vil prix, et le potentiel acheteur du client, au nom de ces tarifs alléchants, peut se dire, bon, voilà un produit à portée de main qu'il faut prendre, mais à ses risques et périls. À ses risques et périls, puisque l'intention du commerçant dans cette période n'est plus forcément de servir, mais de réussir à jeter quand même un produit dont il a conscience de la mauvaise qualité et de faire de bénéfices et de se faire de l'argent. Des produits qui sont impropres à la consommation, qui dans l'ordre des choses devraient être destinés simplement à la poubelle. Mais sachant que cela pourrait constituer une perte pour ces affaires, décide de les mettre, de les exposer, les vendre pour pouvoir prendre de l'argent. Donc c'est un acte de mauvaise foi, raison pour laquelle il convient vraiment de saluer cette action de communication du ministre qui a consisté à tirer sur la sonnette d'alarme très tôt pour appeler l'opinion à la vigilance. Et dans le communiqué un peu plus loin, il est même dit de veiller et de vérifier systématiquement les dates de péremption. Et justement à ce niveau aussi, il y a quand même en fait certains commerçants usent d'une certaine créativité mauvaise, de mauvaise foi justement, pour même transformer les dates de péremption. Oui, voilà. Ça c'est des situations auxquelles on fait face, c'est des situations qu'on vit dans nos marchés. Voyez, il y en a qui lancent la commande, les produits sont là, entassés dans les magasins parce que du fait de la mévente. Mévente pourquoi? Peut-être que le prix qui était fixé sur ces produits-là ne permettait pas à ces produits donc de couler sur le marché. Et donc, la période des fêtes étant là, il faut... je prends un exemple, le produit doit périmer peut-être un 10 décembre. Bon, ils ont aujourd'hui la technique, les produits nécessaires pour effacer complètement la date de péremption et mettre celle qui les convient. C'est-à-dire, on fait 3 mois, 4 mois, voire 6 mois après et d'avance. Donc, c'est des situations qui arrivent, c'est des choses qu'on vit sur le marché et c'est dommage. La population, elle est victime de ça parce qu'on veut, c'est la période des fêtes, on n'a peut-être pas beaucoup de moyens, mais on veut bien fêter, on veut acheter tout ce qu'il faut et quand ça se présente avec les clochettes, ça sonne sur la tête, en tout cas ça déambule dans les marchés, et bien on saute là-dessus. Donc c'est de la mauvaise foi de ces commerçants, je dirais, vers eux qui veulent se faire de l'argent, faire en tout cas une bonne je dirais des bonnes affaires, mais de très bonnes affaires. Et c'est dommage, c'est ce qu'on vit et ça se passe chez presque tous les même le riz, quand vous allez acheter le riz par exemple, on transforme, on déverse ça dans un autre sac, on essaie de coudre comme si c'est ce qui est venu, c'est qu'on a importé. Plusieurs cas se présentent et c'est dommage, c'est de la mauvaise foi tout simplement de la part de ces commerçants. Mais comment détecter que par exemple, cette boîte de conserve qui devrait périmer à peut-être 15 décembre, ça a été remplacé, ou du moins on a trouvé la technique pour remplacer cela par une fausse date. En réalité. Mais comment le faire en tant que citoyen alors, ou usager de nos marchés? Non, déjà je pense que pour ce type de filtre contre les fraudes et les abus dans l'étiquetage, les abus dans l'étiquetage frauduleux de ces produits. Le premier filtre, ce sont les services compétents de l'État, parce qu'il y a des services dédiés pour ça, qui forcément ne peuvent pas en temps réel essayer de contrôler tout ce qu'il y a comme sur le marché, parce qu'il y a ceux qui rentrent par voie terrestre, ceux qui rentrent par voie maritime, aérienne, ainsi de suite. Donc il y a ces services de contrôle ne sont pas forcément taillés pour gérer tout ce flux. Donc aujourd'hui, le consommateur final est obligé de faire un tant soit peu attention. C'est vrai que c'est comme tous les procédés de falsification. Comme dirait l'autre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vieux comme le monde. Hein. C'est partout pareil, en période de fête, que ce soit ici ou sous d'autres cieux, même si les mécanismes de contrôle sont un peu plus performants, ça donne lieu
toujours à cette tricherie. Maintenant, si vous prenez le cas d'une conserve, il aurait fallu être un peu regardant sur la boîte habituelle pour pouvoir déceler. Parce qu'il y a toujours, à moins que la copie, ça va gonfler un peu, pas forcément. Vous savez, il y a celui qui se donne comme objectif de le faire avec un peu d'expérience. C'est par exemple pour les concepts, c'est de la sérigraphie. C'est la sérigraphie sur du métal avec les machines appropriées. Il est facile, il doit pas être très compliqué de le faire, mais seulement que on va supposer que tous ceux qui se mettent en tête de frauder n'ont pas forcément la compétence, tous en même la compétence pour le faire très bien. Donc il y en aura toujours qui vont passer le filtre de la détection, mais il va falloir faire un peu plus attention à ce qu'on achète et regarder les petits défauts. Il y a quelques défauts qui peuvent susciter l'attention, encore que par des problèmes de moyens, certains je pense, relativisent un peu ces choses. Vous savez, on peut en fond pour traduire, bon, ça n'a jamais tué personne jusqu'à ce qu'il y ait une catastrophe qui arrive, une épidémie, des gastro qui peuvent prendre intoxication alimentaire. Merci pour l'emprunt. Donc je pense que il y a énormément aujourd'hui il y a beaucoup plus de la responsabilité réside un peu plus sur le consommateur final, parce que vous prenez l'exemple du riz, déjà en période normale, il y a déjà énormément de cas où on transvase, déjà même, on ne parle même pas de la qualité du produit, on ne parle même pas encore de fraude. Vous savez, il y a certains commerçants qui ont eu la géniale idée de transvaser leur riz, par exemple, dans des sacs de riz original, non pas forcément des sacs de certaines marques de riz qui se vendent très bien sur le marché. Donc, je pense que tout le monde a entendu parler de ces histoires où vous êtes habitué à une certaine marque de riz et vous vous rendez compte quand même qu'il y a quelque chose qui cloche, mais qui ne va pas, mais vous vous dites, bon, ça peut arriver jusqu'au jour où vous vous rendez compte que ce n'est pas le riz habituel. Donc, en période normale, ça se fait déjà. Pour les liqueurs, il y a une partie de notre pays où on peut vous faire tout ce que vous voulez. On peut vous faire tout ce que vous voulez. Fabrication, on peut vous fabriquer tout ce que vous voulez, les marques les plus en vue. Mais bon, c'est étiqueté de façon grossière. Mais bon, c'est ceux qui ne sont pas de vrais connaisseurs peuvent tomber dans le panneau. C'est plus prononcé quand les fêtes arrivent. Oui, parce que il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de quantité en rapport avec la demande, plus de quantités qui sont mises sur le marché. Maintenant, ce que la crainte, c'est que ça donne lieu à de graves problèmes d'intoxication alimentaire et que ça puisse déboucher sur une épidémie. Donc, aujourd'hui, les consommateurs doivent faire déjà au-delà des structures étatiques, des structures des ONG, des associations de consommateurs. Chaque citoyen doit pouvoir user de plus de vigilance pour se prémunir de ces pièges qui sont à portée de rue, on va dire. Très bien. Mehdi Sagonko, est-ce que les consommateurs prennent conscience de leur responsabilité, surtout en ces périodes de fête de fin d'année, quant à la consommation de produits de bonne qualité? Bon, sinon, l'expérience a montré que l'acheteur ou le client, dès qu'il se rend au marché en cette période, c'est comment faire les ravitaillements et vite rentrer. C'est ce qui préoccupe. Alors que c'est le moment de redoubler vraiment de vigilance, de prudence, de faire preuve de présence d'esprit et d'être rassuré de la qualité des produits qu'on achète. Puisque quoi? Il arrive par exemple qu'à l'approche des fêtes sur les étalages, que des commerçants exposent des produits, des boîtes, en l'occurrence des boîtes de conserve, dont l'apparence, par exemple, la boîte peut-être est rouillée ou bien usée, l'étiquette est déjà également usée, mais lorsqu'on manifeste la curiosité d'observer la date de péremption, on constate qu'elle est encore lointaine. La date de péremption est encore lointaine, alors que l'étiquette est déjà usée, la boîte est déjà rouillée. Ça veut dire qu'il y a un problème.
lorsqu'on se retrouve face à ce genre de situation, c'est qu'il faut vraiment réfléchir et au besoin, il faut être réticent. Puisque comment se fait-il que la date de péremption soit encore lointaine pour que la boîte soit déjà suffisamment rouillée? Ça, c'est une interrogation. Maintenant, pour épargner les populations des menaces ou bien des risques encourus en s'intéressant à ce genre de produits, je pense que le ministère du Commerce et de l'Industrie doit beaucoup plus anticiper. Parce que les stocks actuellement doivent être encore au magasin. Donc c'est de voir comment déclencher les contrôles, les opérations, les contrôles au niveau du magasin. Il est prévu d'ailleurs pour se communiquer, donc voilà. L'anticipation a commencé très tôt. Voilà, il faut que l'anticipation commence tôt pour ne pas donner le temps à ces commerçants véreux de commencer déjà les falsifications et d'attendre peut-être 72 heures des fêtes pour commencer le contrôle. Là, ce serait déjà trop tard. En cette période, en ce moment déjà où on suppose que des produits resteraient déjà en grande quantité dans les magasins, c'est de commencer déjà à les retirer. Mais avant de parler de la responsabilité de l'État, je voudrais qu'on revienne un peu sur... supposons un citoyen qui a l'habitude quand même d'acheter chez Maman Is tout le temps, d'accord? En période de fête, il décide d'aller toujours chez Maman Is. Comment ne pas avoir confiance en Maman Is quant à la qualité, alors qu'il a toujours eu cette qualité en période qui n'était pas des périodes de fête? C'est en cela que la vigilance des consommateurs est une fois encore mise à l'épreuve. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est même si c'est votre mère ou votre père ou votre épouse qui a la boutique. En affaires, il n'y a pas de pitié. Et en affaires, il n'y a pas de pitié. Il faut toujours contrôler et veiller à ça. Donc pour revenir à l'exemple que vous venez de donner, Maman Is, chez qui j'ai l'habitude d'acheter de mes boîtes, en tout cas, de faire l'approvisionnement pour la famille, je dois, et comme tout le monde le sait, tout le monde sait qu'en période de fête, tout est possible. Tout le monde veut se faire de l'argent, faire de très bonnes affaires, avoir beaucoup d'argent écoulé et les produits qui sont au magasin à n'importe quel prix et pas n'importe quel moyen. Il est de bon ton qu'on soit vigilant et qu'on contrôle toujours. C'est vrai que il y a de ces, c'est-à-dire les méthodes de conservation de ces produits. Supposons ces périodes, je ne le dis pas, c'est pas pour excuser les commerçants. Période vous savez, cette année, il y a eu assez de pluie, des magasins qui sont inondés et tout. Peut-être les méthodes, les moyens de conservation de ces produits peuvent poser problème. Ça, c'est vraiment, c'est pas une raison pour ne pas contrôler. Et donc, le consommateur, je vais acheter chez telle personne, je dois pouvoir contrôler, comme l'a dit Emédis tout à l'heure, je dois pouvoir contrôler la date de péremption. Mais quand ça m'arrive de sillonner quelques supermarchés, je vois, c'est le réflexe que certains ont, c'est-à-dire on voit le produit, on essaie de voir la présentation, est-ce que la boîte n'est pas bombée par endroit, par les deux extrémités, et puis la date de péremption, on essaie de vérifier. C'est le travail que nous devons faire. C'est vrai que par moment, quand on descend dans le marché, je prends Tantoba, Azeke et autres, mais on n'a toujours pas le temps de contrôler, parce qu'un produit qu'on achetait normalement au supermarché peut-être à 1000 francs, on le retrouve au marché à 400, à 500 voire à 300 francs, et donc on se dit et justement, est-ce qu'on ne devrait pas, surtout en cette période-là, est-ce qu'on ne devrait pas faire attention au prix des produits que nous achetons? Maintenant, quand on parle de campagne de liquidation, ça répond à des normes. Bien sûr. Oui, vous savez, oui, évidemment qu'il faut faire attention au prix, mais en ayant exercé un peu dans le milieu, quand on dit liquidation, en réalité, par exemple, si vous prenez les produits, j'ignore pour les produits de consommation, mais ça ne doit pas être très loin. Même parfois, quand on parle de liquidation, on peut en arriver à plus du tiers, on peut vendre un produit au tiers de son prix normal. Habituel. Quand on parle de promotion, parfois on est à 50% ou à 40% dans cette marge. Mais quand on parle de liquidation, on peut descendre jusqu'au tiers du prix nominal ou du prix affiché à la première vente. Donc, ça peut aujourd'hui, donc quand vous avez un produit à 1000 francs
effectivement, on peut vous le vendre à 350 ou à 400. Ça demeure encore raisonnable. Maintenant, si tout dépend aussi, en fait, il y a plusieurs formules. Mais quand vous avez un produit qui arrive brutalement sur le marché et que vous l'avez à un prix très très abordable, je pense qu'il faut avoir un peu de retenue. Aussi, il faut toujours faire des comparaisons avec des produits de la même gamme, des produits de la même gamme, de la même qualité, et essayer de comparer. Je pense que ce petit exercice vous donne quand même un peu plus de garantie. Si vous avez des produits de la même gamme qui sont en temps normal dans le même ordre de prix, il n'est pas forcément besoin qu'on les vende, qu'on les ait vendus au même prix, mais dans la même fourchette. Si vous avez une baisse drastique de l'un de ces produits de même gamme, je pense qu'il faudrait quand même s'en méfier, parce que tous les commerçants, c'est vrai, il y a des commerçants peut-être qui veulent faire des opérations coup de poing, mais on veut quand même tous commando, ils veulent tous quand même avoir un certain seuil de bénéfices. Personne ne veut forcément perdre de l'argent à ce moment-là. Donc je pense quand même que en faisant attention aux emballages, en faisant attention à l'étiquetage, en faisant attention au prix, j'insiste sur les produits de même gamme, je pense quand même qu'on peut se prémunir au moins à 70% contre de ce type de fraude. Mais le reste aussi, c'est de ne pas se précipiter. Je pense que ce qui est à conseiller, c'est de commencer par faire ses courses au plus tôt. Parce que quand on est dans les derniers jours, on ne fait pas forcément attention à ce genre de choses. On veut avoir, parce que déjà, les derniers jours, les produits ont tendance à se raréfier. Les prix se surenchérissent un tout petit peu. Vous avez beaucoup de monde, donc vous n'avez pas forcément le temps de farfouiller un peu. Et justement, c'est un risque quand même d'acheter en période de fin d'année. Bien sûr. C'est un risque. Est-ce qu'il faut le faire avant? Quand est-ce qu'il faut le faire? En novembre, en octobre ou quoi? Le risque est entier. En ce sens que nous parlons de la liquidation. Et c'est la période propice pour mener cette campagne. Maintenant, il faut penser à comment se procurer plus tôt des produits dont on a besoin. Mais tout dépend également... Surtout les produits de consommation. Mais tout dépend aussi de la bourse, puisque il y en a qui programment selon leurs recettes. Donc il y a également cette réalité avec laquelle il faut compter. C'est-à-dire que, compte tenu de ma bourse, je me dis, bon, je peux attendre la campagne de liquidation. Donc, il y en a qui réfléchissent également comme ça. Maintenant, par rapport à la préoccupation que vous avez évoquée tout à l'heure, si on considère déjà un client fidèle pour telle personne, est-ce que cela n'est pas rassurant? Mais non, puisque la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut toujours contrôler, puisque entre l'acheteur et le vendeur, c'est deux intérêts opposés. L'acheteur, lui, il est venu pour avoir obtenu un produit, alors que le vendeur est dans la logique du profit. Donc, quels que soient les dégâts ou les conséquences qui vont naître du produit qu'il t'a vendu, il ne sera pas là pour en répondre. Lui, il a déjà eu son argent. Donc, quand on parlera d'intoxication alimentaire, il n'est pas là pour gérer les inconvénients avec le client. Donc, des raisons de plus pour vraiment redoubler de vigilance. Et c'est le moment également d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation des charcuteries ou des boucheries également. Puisque une telle opération ne doit pas seulement être limitée au marché ou bien aux centres commerciaux, parce que en période de fête, c'est également le moment où tout le monde veut aller se procurer des grandes quantités de viande. C'est également le moment où il y a parfois également des bouchers véreux qui exposent des viandes, peut-être des animaux malades, tout ça. Donc il faut que les vétérinaires, les services compétents du ministère de l'Agriculture profitent de ce signal, de cette alerte donnée par le ministère du Commerce pour entreprendre également des opérations, surtout dans la période, pour être sûr que les viandes qui seront exposées dans les boucheries dans cette période sont vraiment examinées et autorisées par les services compétents. Voilà. Très bien. Oui. Effectivement, la viande, tout le monde
On a peut-être pris du poisson tout le temps. Oui. Pendant la période de fête, on voudrait quand même changer quelque chose. Oui, c'est vrai. Émérite a trouvé juste, avait juste tout à l'heure en abordant le côté de la, c'est-à-dire des viandes que nous consommons, d'abord qui sont vendues. Effectivement, il n'y a pas véritablement ce contrôle parce que, vous voyez, aujourd'hui, à part la boucherie, il y a de ces messieurs qui ont des bassines sur la tête, des cuisses de viande, et de viande et qui se promènent un peu partout avec d'abord quelle qualité de viande, quelle qualité de mouton, quel est ce mouton-là qui a été tué, dans quelles conditions ça a été tué, et puis quel est le... Si on doit voir tout ça. Oui, ça c'est important. Et maintenant, les moyens de conservation de ces produits-là, c'est-à-dire, vous voyez, à peine ils arrivent à couvrir, à protéger ces produits, mais du matin jusqu'au soir, c'est sur leur tête, ils déambulent de marché en marché, de poussière en poussière, de place publique en place publique, à les proposer, c'est des risques. Et le ministère a très bien vu, le gouvernement a très bien vu, en sonnant sur la sonnette d'alarme pour que la population soit vraiment vigilante. C'est un peu ça. Vous voyez, parfois, quand vous voyez, ils quittent Zongo, je prends l'exemple de ce que nous vivons à Cotonou, ils quittent Zongo les matins, la viande est bien rouge, bien fraîche, mais déjà le soir, quand il est autour de 17h, 16h, ben, ça change carrément de couleur. Ça change carrément de couleur, et puis c'est ça, les gens en achètent et on consomme. Non, c'est juste deux choses pour défendre nos amis et nos frères de Zongo. Il faut dire qu'à Zongo même, il y a au moins une boucherie moderne. Tout à fait moderne. Vous pouvez bien propre, vous pouvez aller vous procurer de la viande. Et je pense que le gouvernement déjà a un début de réponse à cela, parce que quand vous regardez par exemple à l'abattoir traditionnel, il y a une nouvelle infrastructure qui a été construite juste derrière l'abattoir qui est censé accueillir à terme tous ceux qui sont là. Je pense qu'il y a déjà, l'abattoir est déjà fonctionnel, quand bien même il y a la devanture de l'ancienne façade a été quelque peu aménagée. Donc à terme, les bouchers qui sont à découvert devraient rejoindre l'emplacement qui est pratiquement construit, puisque j'ai eu à le visiter. Il y a déjà des occupants avec des travaux de boucherie qui s'effectuent, et je pense que le domaine aussi devrait abriter un espace de stockage, de stationnement des bêtes, parce que ça aussi ça pose un véritable problème. Maintenant, pour un bémol à ce que mon ami Médis a dit tout à l'heure, je pense que confiance client-vendeur, je pense que beaucoup de vendeurs s'en foutent quand vous n'êtes pas appelé à les revoir dans la rue, ainsi de suite. Mais je vois très mal Maman X dans le quartier se foutre quand même quelque peu de ce qu'elle vous vend, parce que sa clientèle, c'est le quartier. Donc elle a intérêt quand même, à moins qu'elle ne soit vraiment inconsciente, elle a intérêt quand même à faire quand même un peu attention, parce que nous parlons plus des marchés. Oui. Non, c'est pourquoi j'ai fait la différenciation, j'ai fait la nuance, parce que dans les commerces de proximité, je pense que les gens sont tributaires quand même de la clientèle qui est juste à portée de main. Et ce que je voudrais dire, c'est que on trompe plus facilement un client fidèle. Quand vous êtes client fidèle et vous venez et vous fermez les yeux, on vous trompe plus facilement. Donc, c'est encore une raison de plus pour faire contrôle. Effectivement. En tout cas, les associations de consommateurs, c'est le moment également de... C'est vrai qu'il y a un travail qui est fait depuis quelques années, la quinzaine des consommateurs ou du consommateur qui s'organise. Parfois, c'est toujours bien d'écouter, mais bon, le client qui voudrait quand même s'acheter tel produit à un prix réduit, oui, parce que de toute façon, un consommateur quel qu'il soit, que ce soit un Béninois, un Amazonien ou un Américain, d'abord il n'y a pas mille motivations pour acheter. Il n'y a que deux façons, soit de vous acheter par rapport à votre budget, soit de vous acheter par rapport à vos envies. Et l'un implique l'autre. Quand vous achetez par rapport à vos envies, ça veut dire que vous avez un budget, on ne va pas dire une griffe illimitée. Donc là, la qualité, vous êtes sensible à la qualité, mais quand vous devez compter chaque sou, vous êtes sensible au prix. Donc après, le reste devient un peu relatif. Donc en réalité,
ça c'est... Mais il faut tout de même intégrer l'aspect sanitaire, parce que bien évidemment, c'est vrai, j'ai une petite, en fait, ce n'est pas beaucoup d'argent, je veux acheter quand même quelque chose dont j'ai envie, mais il faut intégrer l'aspect sanitaire. Oui, bien sûr, puisque la santé n'a pas de prix. Il ne faut pas prétester de sa situation, peut-être de personnes ayant des ressources limitées pour prendre des risques préjudiciables pour sa santé. Donc une raison de plus, tout en pensant à son budget, il faut aussi veiller à la qualité de ce que l'on veut prendre. Parfois, il arrive de rencontrer même des commerçants qui font un peu plus preuve d'honnêteté en vous disant clairement que ça c'est la mauvaise qualité. Ça c'est la bonne qualité, mais c'est à tel prix. Si déjà des commerçants sont aussi extravertis en vous disant que ça c'est la mauvaise qualité, posez-vous la question. Ou la qualité d'abord. En tout cas, ça peut servir aussi, bon, c'est une idée de marketing comme une autre. Bon, si on veut écouler tel produit. Qui doit vous non, mais il faut quand même. Parce que vous aurez l'occasion de dire, au moins lui me dit la vérité. Il faut quand même reconnaître qu'il y a certains qui sont de bonne foi. On n'est pas en train de dire que tous les commerçants sont véreux. De toute façon, un commerçant responsable et rompu à la tâche et son commerce déploie maintes une stratégie de marketing. Parce que quand même, quand un consommateur, quand un vendeur vous dit ça c'est de la mauvaise qualité, ça pose quand même un problème. Mais si on le laisse dire, si on accepte cela, ah bon, donc vous vendez de la mauvaise qualité, non. Donc je pense qu'on dit souvent premier choix, second choix, voilà, choix pour accommoder tout le monde. Oui, bon, le thème courant, ils vont jusqu'à sortir, comme on le dit en fond, ça c'est le paillot, ils vous le disent. Synonyme de mauvaise qualité. Voilà. Donc, il faut vraiment, il est important de contrôler, et la responsabilité est partagée d'abord entre l'acheteur et le gouvernement qui doit protéger les citoyens, qui déjà est dans son rôle. Maintenant, la balle, c'est beaucoup plus aussi dans le camp de l'acheteur qui sait maintenant qu'il doit être prudent en ces périodes qui courent en 7 ans pour ne pas vraiment tomber dans le panneau des commerçants véreux. Et il est également souhaitable que les contrôles soient également étalés au supermarché, qu'on ne se limite pas seulement au marché. Parce que les supermarchés, d'autres supermarchés, on pourrait dire, bon, c'est un supermarché, de toute façon, je trouverai des produits de bonne qualité, mais il peut s'y trouver aussi. Voilà, donc une raison de plus pour que les pouvoirs publics s'intéressent également à ces centres pour veiller vraiment pour vérifier la qualité des produits qui sont dans les rayons, au grand bonheur de la santé des populations. Très bien. Voilà, on va aborder très rapidement, vu le temps qui nous reste, la mesure d'extension, ou du moins l'extension de la mesure d'incitation au développement du sport. Vous savez que depuis quelques mois, le gouvernement a pris une décision de faire intéresser les entreprises, les grandes entreprises au développement du sport, et c'est avec satisfaction que le Conseil des ministres d'aujourd'hui a constaté l'adhésion des grandes entreprises à ce projet-là du gouvernement, et donc l'extension de cette mesure à d'autres entreprises est prise tout de même. Oui, je pense que ça fait pratiquement une année déjà. C'était une idée lumineuse du président de la République pour, disons, participer au financement du sport professionnel, du sport de masse, simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'État à lui seul ne peut pas consacrer plus qu'il en faut de budget au développement du sport. Aujourd'hui, le sport de masse, il y a le sport de masse, le sport de haut niveau, demande beaucoup d'investissement en infrastructure pour entretenir une équipe de football. Ça coûte assez d'argent, et l'État n'a pas forcément les moyens d'avoir un financement adéquat pour toutes les fédérations, pour toutes les disciplines sportives, parce qu'il n'y a pas que le foot ou le basket dans la vie. Il y a au moins chez nous plus d'une dizaine de fédérations de football. Donc d'où cette idée géniale d'inciter, une idée d'incitation, d'inciter les entreprises qui ont quelque peu la trésorerie
pour s'impliquer dans le financement du sport, ça participait d'une idée de les inciter à s'engager sur cette voie. Et quoi de mieux que de leur offrir en échange une exonération sur leurs impôts à payer. Donc je pense que cette idée était forte à propos, avait été exposée, je le rappelle, il y a pratiquement eu une année par le président de la République devant un parterre de chefs d'entreprise. Aujourd'hui, avec ce relevé du Conseil des ministres, il est heureux de savoir que les entreprises ont accepté de jouer le jeu. Donc aujourd'hui, c'est certainement parce qu'il y a un appel d'air d'autres entreprises de la place que l'extension a été autorisée. Tout à fait, aux fédérations sportives éligibles aussi. Voilà. Tout à fait. Oui, le sport, il faut vraiment reconnaître que c'est un bien public, surtout le sport roi, qui fait objet d'engouement populaire. Donc, partant de ce postulat, son financement doit être une question de tout le monde, et pas seulement du gouvernement. Donc, les entreprises, les opérateurs économiques, tout le monde doit pouvoir y mettre la main à la pâte, comme cela se passe sous d'autres cieux. Et les entreprises qui acceptent d'accompagner le sport, ce n'est pas pour perdre, ils ont également à y gagner. En termes de publicité, par exemple, lors des grands rassemblements, lors des grandes manifestations, c'est également des moments pour faire de la publicité. Tout à fait, pour communiquer autour de leurs produits, autour de leurs services. Voilà, au-delà aussi des exonérations évoquées par le confrère. Donc, c'est une bonne politique de financement du sport qui est en train d'être mise en place. Très bien. Oui, je crois que c'est une très bonne politique que le gouvernement a mise en place il y a de cela un an. Effectivement, comme l'a dit Monsieur Noumon, le chef de l'État avait convoqué tous ces patrons de grandes sociétés pour qu'on arrive en tout cas à donner un coup d'envol au sport à travers ces sociétés qui ont les grands moyens. Vous vous souvenez-vous, dans les années 90, dans le domaine du football, du handball, du basketball, les grandes sociétés avaient des équipes. Par exemple, la Sonacop, les Mogas 90, c'était une équipe de la Sonacop et on avait de très grands joueurs, de très bons joueurs. Il y a encore l'ASPAC, par exemple. L'ASPAC, par exemple, du port autonome de Cotonou, l'association sportive du port autonome de Cotonou, c'était là et c'était une équipe. L'AS Police, il y avait également Postel Sport. Il y a Postel Sport, ça c'était les postiers. Et puis c'était de très bons joueurs, des éléments qui étoffaient en tout cas le championnat et l'équipe nationale, que ce soit dans les disciplines, dans toutes les disciplines, football, handball, basketball. Et qu'aujourd'hui, on en arrive là encore, je crois que l'heure a sonné pour qu'on engrange toutes les forces, toutes les capacités qu'on peut retrouver de part et d'autre pour que l'État, en dehors de l'État, de ce que l'État peut faire, ces sociétés-là les accompagnent. Je vois la Sobemap qui est très intéressée par tout ça. Il y avait l'UNB aussi qui avait une équipe de football qui avait participé à l'UNBA toujours. À l'université voilà, toujours. Mais c'est parti de tout ceci. Donc, je crois que c'est une très bonne politique qui doit aider cette discipline de sport béninois et qui va permettre à nos sports en tout cas de sortir de l'honneur, de sortir la tête comme on le veut, comme les grandes nations. Pourquoi pas, on veut bien voir nos athlètes compétir, on veut voir nos handballeurs ou handballeuses de l'équipe nationale jouer la CAN, etc. On veut bien vivre encore et encore et toujours ce que nous donne le football aujourd'hui. Très bien. Il faut juste dire que le développement du sport dans des pays comme les nôtres est lié à l'envol du professionnalisme. Donc je pense que le chef de l'État avait insisté sur ce point bien précis. Il ne s'agit pas juste d'avoir de consacrer quelques sous ici et par là pour sponsoriser une équipe qu'on voit de loin. C'est de pouvoir offrir une passerelle, comme ça se faisait avant Mogas 90 et Postel, ainsi de suite, entre le monde sportif et le monde du travail. Il y avait pour ces entreprises-là, il y avait l'équipe de foot employait en même temps, l'entreprise propriétaire de l'équipe employait en même temps les joueurs de l'équipe de foot et vice versa. Il y avait des joueurs
supérieur. Même quand vous prenez par exemple le jeu à l'université, vous retrouvez des handballeuses qui sont dans le cours, qui travaillent au centre des œuvres universitaires et sociales. Voilà, donc pour qu'on arrive au professionnalisme, il faut forcément... Le sport professionnel, quelle que soit la discipline, demande de grands moyens. Demande vraiment de grands moyens. Et quand vous prenez... et ça permet d'absorber... on est en train de diminuer le taux de chômage aussi. Oui, on offre des emplois. Exactement. Mais ça permet surtout de booster le professionnalisme et d'arriver à amener nos équipes à un certain niveau, que ce soit les sports individuels comme le karaté, le taekwondo, ainsi de suite. Nous avons déjà une célèbre entreprise qui consacre un budget conséquent à la fédération de cyclisme, qui est je vais parler de la Soubibra pour ne pas le faire de la publicité. Donc je pense que beaucoup d'autres entreprises peuvent s'engouffrer dans le sillage de ces quelques exemples et permettre à notre pays vraiment de développer le sport de compétition, parce que l'État a assez de priorités. Donc l'État ne peut pas ad vitam être le seul bailleur du sport professionnel dans notre pays.